Il y a des expériences de cinéma qui ne se réduisent pas à regarder un film. Ce sont des expériences totales. Décors, costumes, chorégraphies et couplets qui restent gravés dans nos mémoires. Et les films musicaux ont ça de particulier. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on ouvre ensemble le tiroir à souvenirs des films musicaux, comédies musicales qui ont marqué nos années 90-2000. Comme je le dis à chaque vidéo, je n'ai fait qu'une petite sélection, évidemment il y en a eu énormément, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous lesquels vous ont marqué. L'espace commentaire est là justement pour échanger nos souvenirs et se débloquer des souvenirs mutuellement. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 90-2000. Et sur cette chaîne, chaque semaine, on débloque nos meilleurs souvenirs de ces décennies. Alors si vous aussi vous avez envie d'ouvrir avec nous les tiroirs à souvenirs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend que quelques secondes et ça permet de soutenir le projet. Et on va commencer ce tour d'horizon avec un diptyque qui a vraiment dépoussiéré le genre et redéfini la comédie musicale moderne. L'un des plus grands succès inattendus d'Hollywood, Sister Act. Sortie en mai 1992, cette saga s'est imposée comme un raz-de-marée planétaire. L'histoire, elle se déroule à Reno. Dolores Van Cartier, interprétée par Whoopi Goldberg, est une chanteuse de cabaret qui travaille dans un club appelé Le Clair de Lune. Quand elle est témoin d'un meurtre commis par son petit ami mafieux Vince LaRocca, elle est placée en protection dans un couvent de San Francisco. Et le secret de cette réussite monumentale repose sur un choc culturel comique d'une efficacité redoutable, mais aussi par une bande-son d'anthologie. En transformant des classiques de la Motown et du rock des années 60 en hymne gospel survolté, Sister Act trouve un équilibre parfait entre humour, spiritualité et pure énergie musicale. Et le succès vient aussi évidemment de son casting et de sa distribution vocale. Face à la répartie cinglante de Dolores, la mère supérieure qui est incarnée par la magistrale Maggie Smith. Les autres religieuses, comme la sœur Marie Patrick, est jouée par Katie Najimy, et la jeune sœur Marie Robert est jouée quant à elle par Wendy McKenna et doublée pour le chant par Andrea Robinson. À la suite de ce succès mondial, l'histoire va se répéter pour un second volet. Cette fois-ci réalisé par Bill Duke, il va prendre un virage résolument urbain en déplaçant les religieuses dans un lycée difficile des quartiers populaires. Les réadaptations mémorables comme Joyful Joyful mêlant le classique de Beethoven à la culture hip-hop capturent l'essentiel stylistique et l'optimisme du début des années 90, faisant de ce film une œuvre profondément fédératrice et surtout intergénérationnelle. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail me as the Son of God. Un second opus qui va aussi marquer l'histoire de la musique, puisqu'il va servir de tremplin mondial à une jeune artiste de 17 ans, alors inconnue à ce moment-là, Lauryn Hill. Elle y incarne Rita Watson et elle a une véritable maîtrise technique et une présence scénique qui transcende le film. Et sa performance vocale sur His Eye in On the Sparrow le prouve parfaitement. And I sing because I'm free. Et puis quelques mois après la sortie du film, les Fugees, le groupe de Lauryn Hill avec Pras Michel et Wyclef Jean, sortent leur premier album. En 1996, The Score devient l'un des albums les plus vendus de la décennie. Killing me softly with this song.
Et puis en 1998, Lauryn Hill, elle enregistre The Miseducation of Lauryn Hill qui remporte 5 Grammy Awards. Et puis il y en a un autre qui va marquer les esprits dans ce second volet. C'est le personnage de Wesley joué par Ryan Toby. À ce moment-là, il est âgé de 15 ans et il a une voix incroyable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors de la chanson Oh Happy Day, la high note magistrale qu'il nous sert était plus ou moins improvisée. L'équipe d'acteurs n'était pas au courant et la réaction de Whoopi Goldberg est spontanée et a donc été gardée au montage et elle est parfaite. Aujourd'hui âgé de 47 ans, Ryan Toby est un grand parolier américain qui travaille avec les plus grands comme Mary J. Blige, Chris Brown, Lionel Richie ou encore Will Smith. Autre petite anecdote, il y a aussi une actrice bien connue de nos écrans qui a fait ses débuts dans Sister Act 2. Elle n'est âgée alors que de 15 ans, vous l'avez sans doute reconnue, c'est Jennifer Love Hewitt. Elle y joue un petit rôle mais on reconnaît déjà bien le visage de celle qui deviendra l'une des actrices de télé les plus connues de sa génération. En France, l'attachement du public à cette saga a été grandement facilité par un doublage d'une qualité exceptionnelle. Whoopi Goldberg bénéficie de la voix chaleureuse de la comédienne Maïk Dara, sa voix française officielle qui restitue à la perfection le groove et l'insolence bienveillante de Dolores. Maggie Smith est quant à elle doublée par la grande Nathalie Nerval, apportant une distinction un peu aristocratique et une rigidité comique parfaite en VF. On est où là? À l'âge de pierre, il n'y a même pas de téléphone. Qui appelleriez-vous? Je sais pas moi. Satan? Quant à Sister Act 3 qui était prévu, il devait être entièrement réécrit après le décès de Maggie Smith. La comédienne britannique, icône mondiale, devait reprendre son rôle de mère supérieure. Ce troisième volet reste tout de même prévu pour Disney+, mais entre la réécriture imposée par le décès de Maggie Smith et les délais habituels de Disney, personne ne sait encore exactement quand est-ce que le film arrivera. Aujourd'hui, l'héritage de Sister Act reste quand même assez bien ancré dans notre pop culture. Adapté avec un immense succès mondial sous forme de comédie musicale officielle à Broadway en 2006, la franchise continue de faire vibrer les foules partout dans le monde. En 2024, Whoopi Goldberg a réuni une grande partie de la distribution originale à la télévision américaine pour rechanter les titres cultes, cumulant des millions de vues nostalgiques sur Internet. Ses gags intemporels et sa célébration du pouvoir fédérateur de la musique, Sister Act demeure comme le symbole absolu du film musical, réconfortant et énergisant. Allez, maintenant on va faire un petit bond dans le temps pour la sortie du prochain film, mais on va revenir en arrière. Je sais pas si vous me suivez. Un film qui a ressuscité la comédie musicale pure et dure aux yeux de l'industrie hollywoodienne, Chicago. Adapté du célèbre spectacle de Broadway créé en 1975 par le chorégraphe Bob Fosse, Chicago est une œuvre d'une ambition folle. D'ailleurs, le spectacle de Broadway était lui-même une adaptation de la pièce de 1926 de Maureen Dallas Watkins, elle-même inspirée de faits divers réels, le procès de Beulah Hannan à Chicago en 1924. Réalisé par Rob Marshall, ce long métrage s'est imposé comme un triomphe critique et commercial absolu, récoltant plus de 306 millions de dollars au box-office mondial. En France, le film sort en février 2003 et réalise plus d'1 million d'entrées. L'intrigue nous plonge dans le Chicago des années 1920 où l'on suit les destins croisés de Roxy Hart et Velma Kelly, deux meurtrières incarcérées qui rivalisent pour obtenir les faveurs du public, la une des journaux et les services du cynique et brillant avocat Billy Flynn afin d'échapper à la potence. Et le secret de cette réussite artistique exceptionnelle repose sur un choix de mise en scène assez révolutionnaire pour l'époque. Conscient que le public du début des années 2000 pouvait être déstabilisé par des personnages qui s'arrêtent brusquement de parler pour chanter, Rob Marshall a pris le parti de traiter tous les numéros musicaux comme des projections de l'imagination débordante et de l'ego de Roxy Hart. Le film, il alterne donc constamment entre réalité crue et sombre de la prison ou du tribunal et scènes de cabaret somptueuses, jazzy et stylisées où se déroulent les chansons. Et le succès phénoménal du film tient également
et évidemment de son casting 5 étoiles. Renée Zellweger, notre Bridget Jones préférée, insuffle à Roxy Hart une naïveté calculée et une ambition féroce, tandis que Catherine Zeta-Jones livre une performance impériale et magnétique dans le rôle de Velma Kelly. Face à elle, Richard Gere surprend en avocat d'affaires aux claquettes impeccables et Queen Latifah crève l'écran en matrone de la prison corrompue. And that's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. Et pour le public francophone, l'immersion de cette ambiance jazzy et satirique a été magnifiquement portée par un doublage français d'une grande justesse. Renée Zellweger, elle bénéficie de la voix douce et expressive de la comédienne Odile Cohen. Catherine Zeta-Jones est doublée par sa voix française Marjorie Frantz. Richard Gere, quant à lui, il retrouve la voix grave, posée et séductrice de l'excellent Richard Darbois qui apporte au personnage de Billy Flynn cette assurance théâtrale indispensable à sa plaidoirie spectaculaire. Côté récompense, là aussi, le film ça a été un gros succès. Renée Zellweger a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical. Catherine Zeta-Jones a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et Richard Gere a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical. Et aujourd'hui, l'héritage de Chicago est immense. Et dans les salles, le musical de Broadway continue de battre des records. En prouvant qu'un film musical pouvait être à la fois un immense succès populaire, une œuvre esthétique exigeante et un aimant à récompense, il a ouvert la voie au grand retour du genre au cinéma au cours des décennies suivantes. Avec sa bande-son cultissime, ses numéros visuels époustouflants et sa critique toujours aussi moderne du star system et des médias, le film demeure le symbole absolu du renouveau glamour et audacieux de la comédie musicale du 21e siècle. Allez, cette fois-ci, on va traverser les frontières. Nous sommes en 2004 et c'est une adaptation peu commune du roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, coup de foudre à Bollywood. Réalisé par la cinéaste britannique d'origine indienne Gurinder Chadha, et l'intrigue, elle propose tout simplement une réécriture du roman de Jane Austen. L'action, elle se déroule principalement en Inde, où la matriarche de la famille Bakshi cherche désespérément à marier ses 4 filles. Lalita refuse pourtant tout mariage arrangé par intérêt jusqu'au jour où elle croise la route de Darcy, un richissime héritier américain du secteur hôtelier, déclenchant un affrontement passionné fait d'incompréhension culturelle, de préjugés et d'une évidente attirance réciproque. Le film, c'est un véritable festival sensoriel. Sari en soie aux couleurs chatoyantes, décors saturés de lumière et explosions de fleurs célèbrent l'esthétique indienne. Les numéros musicaux chorégraphiés intègrent des danses traditionnelles combinées à des mouvements pop occidentaux contemporains. Le charme du film, il repose aussi sur sa distribution internationale assez audacieuse. Pour incarner Lalita, la réalisatrice fait le choix magistral de faire appel à Aishwarya Rai, ancienne Miss Monde 1994, elle est à l'époque l'actrice la plus bankable du cinéma indien. Sa présence dans un film anglophone, c'est donc un pont culturel. Face à elle, l'acteur américain Martin Henderson insuffle la rigidité et la froideur initiale indispensables au personnage de Darcy, tandis que Naveen Andrews campe un Balraj d'une grande bienveillance. Et aujourd'hui, l'héritage de Coup de foudre à Bollywood reste assez précieux. Il a permis de populariser à grande échelle l'esthétique Bollywood en Occident dans les années 2000. Avec sa bande-son entraînante mêlant anglais et hindi, ses scènes de fête mémorables et son message universel sur la nécessité de dépasser les barrières culturelles pour se comprendre, le long métrage demeure une adaptation littéraire unique en son genre, prouvant que l'amour parle exactement la même langue à travers le monde. Alors, pour le prochain film, je suis allée chercher très loin dans ma mémoire. Un film français beaucoup plus discret, mais qui a servi de tremplin à certains artistes, Alive. Dis à l'amour que
tu m'aimes. Dis-lui de m'enlever ses chaînes. Dis-lui que tu m'aimes. Et Alive, il a tenté le pari assez audacieux de transposer les codes de la comédie musicale à l'américaine sur nos écrans français. Réalisé par Frédéric Berth et sorti sur les écrans en octobre 2004, le film s'inscrit dans la foulée directe de l'immense déferlement de spectacles musicaux qui ont cartonné en France à ce moment-là. Notre-Dame de Paris, Les 10 Commandements, Roméo et Juliette. Conçu comme un projet pop et intergénérationnel, le film suit Alex, joué par Richard Anconina, un metteur en scène talentueux mais au creux de la vague qui tente le tout pour le tout en montant un nouveau spectacle musical assez ambitieux. Pour y parvenir, il se fait aider par Mathieu, un jeune compositeur joué par Maxime Nucci. Sans aucun moyen, il fait passer des castings dans un entrepôt prêté par un ami, il décide d'écarter les circuits traditionnels et de recruter une troupe de jeunes talents issus des milieux populaires. Et la force du film, elle réside sur son casting hybride, mêlant comédien chevronné et authentique talent de la scène musicale. Maxime Nucci, qui joue Mathieu, compose d'ailleurs la quasi-intégralité de la bande-son du film. Mais c'est surtout sous le nom de Yodelis qu'il va se faire connaître à partir de 2009. Autre tête bien connue à ce moment-là, celle de Ginny Lin. Elle avait cartonné auparavant dans les 10 Commandements, elle vient donc renforcer ce casting de pros des habitués de la comédie musicale, tout comme Sonia Lassène que l'on avait pu voir dans Les 1001 vies d'Ali Baba dans le rôle de Yasmina. Et côté Jeunes Espoirs, le film va mettre en avant un des futurs artistes de la scène française, Christophe Willem. À ce moment-là, il n'est pas encore passé par la case Nouvelle Star. Il joue dans Alive, montre déjà l'étendue de sa voix magnifique, mais ça ne lui ouvre aucune porte. Ça m'est bien égal de prendre un nouveau chemin. Ça m'est bien égal de changer de vie demain. L'année d'après, en 2005, il passe le casting de la Nouvelle Star, et la suite, vous la connaissez. Bref, Alive reste tout de même lié à la nostalgie du paysage culturel des années 2000. Et même s'il n'a pas atteint les sommets du box-office des comédies traditionnelles lors de sa sortie, le film y s'est forgé une place de choix dans le cœur des amateurs de fiction musicale française pour la qualité de ses morceaux. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu ni écouté, je vous invite à découvrir la bande originale du film, c'est plutôt pas mal, en tout cas, moi j'aime bien. Allez, on va rester en France avec un triomphe cinématographique et musical qui a marqué notre année 2004, Les Choristes. Réalisé par Christophe Baratier, Les Choristes est une adaptation du film de 1945, La cage aux rossignols de Jean Dréville. L'intrigue, elle se déroule donc en 1949 au cœur du pensionnat de rééducation pour mineurs, Fond-de-l'Étang, dirigé d'une main de fer par le tyrannique et sévère directeur Rachin. L'arrivée de Clément Mathieu, un surveillant d'origine modeste et musicien raté au grand cœur, va bouleverser le quotidien des élèves. Pour apaiser les tensions, redonner de l'espoir à ces enfants difficiles et à révéler le talent caché du jeune et rebelle Pierre Morange, il décide de monter tout d'abord clandestinement une chorale. Et le secret de cette réussite artistique exceptionnelle repose sur la puissance émotionnelle de sa musique qui s'éloigne des codes de la comédie musicale dansante. Ici, on est dans la pure tradition du chant choral. Composé par Bruno Coulet en étroite collaboration avec le réalisateur, la bande-son est un véritable moteur narratif du film. Les morceaux d'une pureté vocale saisissante capturent la transition des personnages de la délinquance et de l'isolement vers la discipline, la solidarité et l'épanouissement personnel.
Ils vont pas servir de simples intermèdes musicaux. Les morceaux, ils incarnent vraiment la résistance de l'art face à l'autorité abusive et à la violence éducative, transformant un internat austère en un espace de liberté et d'émancipation poétique. Et puis surtout, l'identité et la sincérité de ce film reposent sur sa distribution assez remarquable. Gérard Jugnot livre l'une des performances les plus mémorables de sa carrière en incarnant Clément Mathieu avec une tendresse, une modestie et une humanité bouleversante. Face à lui, François Berléand excelle dans le rôle du directeur Rachin, un homme cruel dont l'autorité s'effrite face à la musique, tandis que Cadmerade surprend dans un contre-emploi touchant en tant que régent colérique mais bienveillant. Allez-y vous, prenez votre bâton de pèlerin, montez à Paris. Hein, allez voir les ministres. Toc toc toc. Bonjour, je suis Mathieu. Il faut de vrais éducateurs, pas des tocards. Engagez-vous, luttez puisque vous avez la foi. Mathieu, Saint Mathieu. Les enfants aussi ont joué un rôle primordial dans la réussite du film. Le petit Pépinot, incarné par Maxence Perrin, Mondin, l'ado terrible et dangereux, incarné magistralement par Grégory Gatignol, et puis il y a surtout Morange, l'enfant à la voix d'ange. Et pour ce rôle, la production recrute Jean-Baptiste Monnier, alors véritable soliste au sein du chœur des Petits Chanteurs de Saint-Marc à Lyon. C'est d'ailleurs cette véritable chorale lyonnaise qui enregistre l'intégralité des chants du film, conférant aux performances musicales une exigence technique et une authenticité irréprochables. Jean-Baptiste, à ce moment-là, il n'est pas du tout acteur. Mais Christophe Baratier le repère et le choisit pour son visage autant que pour sa voix. Ce mélange de pureté vocale et de regard légèrement rebelle qui colle à merveille au personnage de Morange. Et dès sa sortie, le film s'est rapidement imposé comme un véritable phénomène de société dans l'Hexagone et à l'international, cumulant plus de 8,6 millions d'entrées au box-office français et en récoltant 2 nominations aux Oscars en 2005, mais également 8 nominations au César, où il va obtenir le César de la meilleure musique écrite pour un film et celui du meilleur son. Et puis le film aura été un véritable tremplin et aura permis à la chorale des Petits Chanteurs de Saint-Marc d'acquérir une certaine notoriété en France, mais également à l'étranger, réalisant régulièrement des tournées à travers l'Europe et l'Asie. Pour la petite anecdote personnelle, j'étais en classe de seconde à Lyon avec l'un des Petits Chanteurs de Saint-Marc, et c'était toujours rigolo de le voir partir quelques jours avant nous en week-end pour aller donner des concerts en Europe ou en Asie. Vraiment, on n'avait pas les mêmes week-ends à se raconter le lundi matin. D'ailleurs, si tu passes par là, que tu te reconnais et que tu me reconnais, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Bref, aujourd'hui encore, les choristes, c'est encore bien ancré dans la culture populaire et il aura surtout marqué nos années 2000. Et son impact a été si fort qu'en 2009, Gérard Jugnot nous a servi un incroyable caméo dans le film Le Petit Nicolas. Mais ça n'a jamais rien donné. Désolé, pour cela je peux rien faire. L'œuvre a également été adaptée avec succès sur scène sous forme de spectacle musical en 2017 par Christophe Baratier lui-même. Avec ses mélodies intemporelles qui continuent d'être chantées dans les écoles, son message humaniste et sa nostalgie bienveillante, ce film reste l'un des plus grands chefs-d'œuvre musicaux du cinéma français. Allez, là on va s'attaquer à un morceau de nostalgie de notre enfance ou adolescence en fonction de quand est-ce que vous êtes né. Un phénomène sociologique sans précédent qui a redéfini la pop culture adolescente et surtout pris d'assaut les grilles de Disney Channel au milieu des années 2000, High School Musical. Diffusé pour la première fois en janvier 2006 aux États-Unis, le premier téléfilm High School Musical a instantanément déclenché une déferlante mondiale. Réalisé et chorégraphié par Kenny Ortega, le chorégraphe de Dirty Dancing et des tournées de Michael Jackson, High School Musical est devenu la franchise la plus rentable et la plus visionnée de l'histoire de la chaîne. Et l'intrigue de ce premier volet pose les bases d'un Roméo et Juliette des temps modernes. Troy Bolton, le capitaine populaire de l'équipe de basket des Wildcats, et Gabriella Montez, une jeune fille timide et surdouée, brise les barrières de leur lycée d'East High en auditionnant ensemble pour la comédie musicale de l'école, bouleversant ainsi l'ordre établi par la tyrannique Sharpay Evans et son frère Ryan.
This feeling's like no other. I want you to know I've never had someone that knows me like you do, the way you do. Et le secret de cette réussite repose sur une formule pop d'une efficacité redoutable, combinant des chorégraphies millimétrées et une bande-son entrée instantanément dans l'histoire des charts. Le succès est tel que la suite High School Musical 2, diffusée à l'été 2007, brise tous les records d'audience à la télé américaine avec plus de 17 millions de téléspectateurs pour sa première soirée. S'en suivra en 2008 le troisième volet, High School Musical Nos années lycée, centré sur le bal de promo et la remise des diplômes. Et le succès et l'identité de la franchise est aussi dû à sa distribution, devenus les véritables idoles de toute une génération. Zac Efron et Vanessa Hudgens crèvent l'écran par leur complicité. Ils sont pourtant à ce moment-là inconnus du grand public. Zac Efron, il apparaît dans quelques séries télé, notamment dans Summerland, une série dramatique à partir de 2004. Mais c'est vraiment High School Musical qui va lancer définitivement sa carrière. Quant à Vanessa Hudgens, c'est un peu la même chose. Elle joue dès l'âge de 8 ans dans des comédies musicales, mais c'est sa performance de la jeune Gabriela Montez qui va tout changer pour elle. Et ensemble, ils forment vraiment le duo parfait à l'écran comme à la vie. Leur complicité crève les yeux, leur voix fonctionne en parfaite symbiose et ils deviennent instantanément l'idole des jeunes de l'époque. Et en parlant de voix, est-ce que vous saviez que dans le premier volet d'High School Musical, ce n'est pas Zac Efron qui chante, c'est le chanteur Drew Seeley. À ce moment-là, la voix de Zac, elle était jugée trop grave pour ses compositions pop. Les morceaux ont donc été mélangés et en grande partie doublés par Drew Seeley. Un peu piqué au vif, Zac Efron, il va exiger de chanter lui-même l'intégralité des morceaux dans les deuxième et troisième opus. Et c'est grâce à ça qu'il va nous servir l'inoubliable Bet on It. Face à eux, Ashley Tisdale, elle insuffle une dimension comique et théâtrale culte à la peste Sharpay Evans. Sur le papier, Sharpay, c'est la méchante. Dans les faits, elle est devenue l'idole de millions de spectateurs qui adoraient ses excentricités, ses costumes roses explosifs et ses ambitions démesurées. Et tout ça, ça va lui permettre de décrocher en 2011 son propre film dérivé, La fabuleuse aventure de Sharpay sur Disney Channel. Et sans oublier évidemment Ryan, le frère de Sharpay, joué par Lucas Grabeel, Chad, le meilleur ami de Troy, joué par Corbin Bleu, et Taylor, la meilleure amie de Gabriella, jouée par Monique Coleman. Pour le public francophone, ce raz-de-marée culturel a été magnifiquement accompagné par l'équipe de doublage française des studios Dubbing Brothers, qui a su restituer la fraîcheur et la dynamique des dialogues du lycée d'East High. Zac Efron, il est doublé par le comédien Johan Sauver, qui devient alors sa voix française attitrée pour de nombreux projets futurs. Johan Sauver, que l'on connaît très bien puisqu'il a animé KD2A, mais il est également aussi la voix de Lucas Scott dans Les Frères Scott, ou encore celle de Andrew Van de Kamp dans Desperate Housewives. Vanessa Hudgens, elle va bénéficier de la voix douce et sincère de la comédienne Adeline Chetaille, tandis que l'extravagance et les crises de colère mémorables de Sharpay Evans sont portées en VF par la performance dynamique de Céline Ronté. Et puis qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis le nouveau maître nageur. Attends, tu es membre du club? Trop drôle. Entre tournées, albums, produits dérivés ou encore émissions spéciales, High School Musical est l'une des franchises Disney qui dure le plus dans le temps. En 2016, pour fêter les 10 ans d'High School Musical, une émission spéciale est diffusée, réunissant le casting. Puis en 2019, la série High School Musical débarque sur Disney+. Une série qui est conçue sous forme de faux documentaires parodiques au sein du véritable lycée où ont été tournés les films à Salt Lake City. Une série dans laquelle quelques anciens viendront faire des apparitions et surtout, elle aura aussi servi de tremplin à l'une des pop stars mondiales du moment, Olivia Rodrigo. Aujourd'hui, l'héritage de High School Musical reste immense et continue de vivre à travers les générations. Avec ses messages positifs sur l'acceptation de soi, le droit de ne pas rester dans sa case et la force du collectif, la trilogie originale demeure le monument absolu de la pop culture
adolescente des années 2000. Voilà pour cette petite sélection des films musicaux des années 90-2000. Encore une fois, je me répète, mais ce sont des films que j'ai vus, que j'ai appréciés, qui m'ont marqué. La liste n'est pas exhaustive, il y en a eu énormément, mais l'espace commentaire est justement là pour ça, pour que nous puissions échanger nos souvenirs et se débloquer des souvenirs mutuellement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne et surtout ça prend que quelques secondes. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!